Bon, déjà, un grand merci d'être là. Alors, l'idée de ce petit cercle de présentation, c'est de mettre aussi un petit peu de lien entre nous, d'interaction, qu'on se nomme et qu'on sache qui est qui. Avant de commencer, je voulais juste nous inviter à un petit cadre de confort, un petit cadre de sécurité. Voilà, de dire que l'intention de la journée est vraiment d'être au service. Évidemment au service des nouveaux récits, au service du changement, et surtout de poser l'intention voilà, de la bienveillance, de l'écoute, du non-jugement, de l'accueil des différences des uns et des autres, et surtout d'aller au-delà des certitudes. On n'est pas entre convaincus, on est juste en train de co-créer ensemble ce que pourrait être un nouveau champ des possibles, mais l'idée, c'est pas du tout d'imposer des vérités toutes faites. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on soit dans l'accueil. Alors, donc, moi, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Valérie Zoïdo, et je vais vous donner mon super pouvoir. Je crois que mon super pouvoir, c'est l'humour, non ? Il faut pas... Ça va, du coup, je vais être obligée d'être drôle, donc j'aurais jamais dû dire ça. Donc voilà, et donc je vais passer le micro. Non, je peux pas passer le micro, c'est pas Covid. Enfin bon, en gros, chacun va se présenter, va donner son nom et son super pouvoir. Ah, il va y avoir un. Mais alors, ouais. Et c'est Ouais, voilà. On ouvre le cercle. Voilà. Et on va donner. Et donc voilà, je vous invite donc à donner votre prénom et votre super pouvoir. Voilà. Même si l'idée c'est de passer du pouvoir à la puissance, on va. Voilà, super. Bonjour. Il est allumé là ? Si, ça marche ? Ah oui. Donc je m'appelle Claire Espagno, je travaille dans l'animation depuis 27 ans et je suis scénariste, directrice d'écriture depuis une quinzaine d'années. Et mon super pouvoir, c'est l'empathie. Alors bonjour, Philippe Enola, scénariste et auteur pour l'humour. Et mon super pouvoir, je sais pas, c'est d'être bientôt sosie capillaire de Cadmerade. Bonjour, je m'appelle Bernard Skira, je suis scénariste, prof d'écriture de scénario, en particulier aux Arts Déco. Et mon super pouvoir, c'est que je m'intéresse à beaucoup de choses, et par exemple au biomimétisme. Au biomimétisme, où j'ai animé des workshops. Bonjour, je m'appelle Élodie Namer, je suis scénariste, et mon super pouvoir, c'est la curiosité, je pense. Bonjour, je suis Alban Avassa, je suis scénariste et réalisateur. Je suis aussi président de la Fédération des associations des métiers du scénario. C'est un peu long, mais voilà. Et donc, mon super pouvoir, c'est pas la concision, mais je dirais la bienveillance. Bonjour, moi je suis Adeline Lafille, donc je suis scénariste, un peu touche à tout. Je fais de la BD, de la fiction et de l'animation. Et mon super pouvoir, je dirais que c'est le doute. Voilà. Bonjour, Valérie Martin, je travaille à l'ADEME, je suis en charge du service mobilisation citoyenne des médias et mon super pouvoir, c'est mon désir de toujours permettre aux gens de se relier entre eux pour pouvoir mieux partager et grandir ensemble. Bonjour, je m'appelle Amandine François, je suis scénariste, script d'auteur et thérapeute énergétique et donc mon super pouvoir, c'est médium. Voilà. Bonjour, Marie-Sophie Gandhi, je suis scénariste et chargée de prod et mon super pouvoir... Ah mince, pardon. Marie-Sophie Gandhi, scénariste et chargée de prod et mon super pouvoir, c'est pas d'être original, c'est aussi la curiosité. Bonjour, Camille Dumouchel, je suis aussi scénariste et mon super pouvoir, je dirais l'empathie aussi en fait. Bonjour, moi je suis Raphaël Daniel, réalisateur, scénariste, jardinier, et c'est important. Et je pense que mon super pouvoir, c'est la nuance. Bonjour, moi je suis Patrick Samama, je suis à la fois un homme de communication qui travaille sur des logiques d'écosystème, c'est-à-dire de coopération, et je suis aussi réalisateur. Et mon super pouvoir... je ne sais pas vraiment, en fait. C'est pas télétransportation, malheureusement, donc je dirais peut-être humanisme.
Humaniste. Peut-être. Bonjour, je m'appelle Chéri Fatsouri, je suis jeune scénariste. Je suis là dans le cadre de la Cité européenne des scénaristes. Et mon super pouvoir, je crois que c'est l'humour. Bonjour, moi c'est Éléonore Ergo, je suis scénariste, je suis avec Chérifa pour la Cité des scénaristes. Et alors mon super pouvoir, je pense que c'est ma formation. Je suis très curieuse, donc de la comédie musicale à l'astronomie, j'ai un peu touché à tout. Je suis Florence Quentin, je suis égyptologue et écrivain. Et mon super pouvoir, c'est l'enthousiasme, mais aussi redonner vie aux récits mythiques de l'Égypte ancienne qui sont pour moi toujours vivants. Je suis Claire Paoletti, je suis scénariste et productrice. Je travaille plus spécifiquement dans l'animation. Et je crois que mon super pouvoir, c'est de pouvoir m'adresser aux enfants à travers la fiction. Bonjour, je suis Germain Gavuzzo, je ne suis pas scénariste. Moi, je travaille pour la Cité européenne des scénaristes pour la mise en place d'un dispositif de formation pour jeunes scénaristes émergents. Et mon super pouvoir, c'est le harcèlement. Non, je plaisante. C'est l'autodérision. Bonjour, je m'appelle Mouizi Fatoumia, je viens de Marseille, je viens de l'école Courtrage de Marseille plus précisément, donc une école de cinéma qui aussi réécrit le cinéma en formant des jeunes qui sont de différents milieux au niveau des métiers techniques. Et je suis responsable des communications dans l'école et aussi étudiante. Et mon super pouvoir, c'est la bonne humeur. Bonjour à tous, je suis Cyril Jean-Marie, je suis à la Cité européenne des scénaristes. Et donc du coup, je suis apprenti scénariste. Et mon super pouvoir, c'est l'observation. Bonjour, je m'appelle Sofiane, je viens aussi de la Cité européenne des scénaristes en scénariste apprenti. Et mon super pouvoir, c'est que je sais craquer mes doigts comme ça, là. Ah ouais. Bonjour, je m'appelle Damien, je suis à l'école Courtrage-Mé Marseille. Et mon super pouvoir, c'est que je crois en moi. Bonjour à tous, je suis Jean-Mzé Ahmed. Je suis directeur adjoint de l'école Courtrage-Mé Marseille. Et mon super pouvoir, ça se voit pas, mais c'est le sourire. Bonjour, je suis Elsa Aiglin, je suis étudiante et réalisatrice. Et mon super pouvoir, c'est ma sensibilité. Bonjour, je suis Virginie de Lagrange, je travaille au Festival Atmosphère. Et mon super pouvoir, c'est la distraction. Bonjour, je suis Marie Capuiseux, je suis productrice artistique et mon super pouvoir, c'est la curiosité. Bonjour, je suis Thierry Godin, je suis scénariste et mon super pouvoir, c'est que je suis très sympa. Bonjour, je suis Pascal Signolet, je travaille sur le Festival Atmosphère et mon nouveau super pouvoir, c'est la joie que j'ai d'être devenu grand-père. Voilà. Bonjour, moi c'est Mathis Raymond, je suis bénévole pour le Festival Atmosphère ainsi que scénariste et réalisateur. Et mon super pouvoir, je pense que ce serait être à l'écoute et patient surtout. Bonjour, moi c'est Lola Môme, je suis bénévole au Festival Atmosphère et je suis actuellement au Conservatoire de théâtre à Paris. Mon super pouvoir, c'est que je suis pas trop indécise dans la vie. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Cécile Boulet, je travaille sur le Festival Atmosphère et j'hésite entre vous dire que je sais faire courir les poules ou alors peut-être mettre en œuvre l'énergie collective. Voilà. On est d'accord. Bonjour, Hélène Strag, je suis scénariste et mon super pouvoir, la curiosité aussi. Bonjour, moi c'est Alpha, je suis aussi résident à la Cité européenne des scénaristes. Et mon super pouvoir, c'est que je suis aussi grand-père. Non, je rigole. Non, c'est la cuisine, c'est la cuisine. Le monde de demain. Non, mon super pouvoir, c'est la cuisine. Ça se voit pas, mais... Bonjour, Christophe Botti, je suis scénariste, metteur en scène et dramaturge. Mon super pouvoir, la créativité. Bonjour, Johanna de la commission du film d'Île-de-France. Et mon super pouvoir, c'est les œufs brouillés pour bien démarrer la journée et parce que notre connexion à la nourriture et notre connexion aussi à la terre et à notre énergie. Wow. Merci. Bonjour. Alors moi je suis Laurence, voilà, Festival Atmosphère. Et mon super pouvoir, en fait j'en ai plusieurs, parce qu'on a le droit de dire on a le droit. J'ai le super pouvoir de pouvoir en avoir plusieurs. Chaque jour ça peut changer, mais c'est la joie de vivre, la curiosité et la cuisson des pâtes.
Oh. Bon, la curiosité, c'est quand même ce qui revient énormément, donc j'espère que votre élan de curiosité sera satisfait aujourd'hui. Donc, on va passer à la présentation de Pascal et de Valérie Martin. On va peut-être se réasseoir. Bonjour alors, rebonjour. Donc, je voulais d'abord vous remercier de votre présence. On est vraiment très respectueux du travail des scénaristes. On sait l'importance qu'il a. Sans eux, évidemment, il n'y aura pas d'histoire, pas de film. Et on connaît aussi l'importance des films, des récits, pour s'adresser à nos émotions et donc aux informations qui sont à l'intérieur de nous pour provoquer le changement. Voilà. Et donc, je travaille sur le festival Atmosphère. Alors, Atmosphère, pourquoi il s'appelle Atmosphère ? Parce qu'il est à Courbevoie, donc à cause d'Arletty, la célèbre réplique, mais aussi parce qu'on a conscience de voyager dans une capsule avec ce petit pare-brise là qui nous protège, l'atmosphère, à 2 millions de km/h dans un amas de galaxies. Voilà. Donc ça nous remet toujours à notre place. Et puis conscience aussi, comme nous répète et nous a dit Hubert Reeves, d'être des poussières d'étoiles. Voilà. Donc une émanation de la matière. Voilà. Donc je voulais remercier Valérie Martin, qui soutient le festival depuis ses débuts en 2011. Valérie Martin, qui est chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Voilà, donc c'est vraiment l'ADEME, c'est eux qui mettent en œuvre la transition, et on est très très content qu'ils soient à nos côtés. Et l'ADEME est partenaire fondateur des concours de courts-métrages, d'écriture de synopsis long-métrages et séries, ainsi que de ce séminaire. Voilà. Donc ça montre leur attachement justement au nouveau récit. Voilà, donc merci beaucoup Valérie. Donc je voulais remercier aussi Film Paris Région, la commission du film Île-de-France et le bureau d'accueil des tournages, un partenaire essentiel du cinéma français, je crois que c'est le plus gros contributeur. Merci Johanna Gallardo qui est ici présente et qui pourra vous donner tous les renseignements sur cette nouvelle plateforme Nouveau Récit auquel vous avez accès maintenant pour présenter vos projets à tous les producteurs d'Île-de-France. Voilà, donc ça c'est vraiment très important, c'est nouveau. Ça vient de se mettre en place et vous pouvez vous adresser à Johanna si vous avez besoin de renseignements pour vous inscrire. Voilà. Je remercie bien sûr la guilde des scénaristes qui nous accompagne depuis maintenant 3 ans, la Bellevilloise. Alors je voulais juste rajouter une chose sur la Bellevilloise, ça a été créé en 1877. Et c'est pas un hasard parce que c'est vraiment une période intéressante. Georges Sand vient d'écrire un manifeste sur l'écologie de 12 pages, dans lequel... en 1872, dans lequel elle parle déjà de l'Amazonie, déjà de la sécheresse, bien sûr de l'écoféminisme. Et vraiment, c'est un moment important où Fontainebleau est classée première réserve naturelle, on ne le sait pas, avant Yellowstone, qui sera créé un peu plus tard, avant Yosemite. Donc c'est vraiment une période où on prend conscience, où on commence à regarder la nature différemment aussi, parce que c'est aussi le départ de l'ère industrielle, il y a des pandémies, etc. Et les peintres, par exemple, considèrent, notamment ceux de Barbizon, la nature plutôt comme un sujet que comme un objet, et ça c'est très important. C'est un peu dans notre sujet aussi, vous voyez. Voilà, donc je continue à mes remerciements. Je remercie l'école Courtrajmé, fondée par Lajli. Et je remercie tous ces représentants, ces jeunes représentants d'être ici. Également alors là je m'y perds dans mon papier. Comment ça s'appelle Ah oui, la Cité européenne des scénaristes. Parce que c'est tout nouveau. Alors c'est tout nouveau, ça a été créé par des gens de la guilde. Donc c'est pour donner leur chance à des jeunes d'accéder au métier du cinéma avec des mentors, c'est-à-dire qu'ils vont être accompagnés de professionnels. Donc ça, c'est aussi une initiative vraiment formidable. On est heureux d'avoir des représentants ici aussi. Voilà. Donc j'ai terminé mes remerciements. Je remercie quand même l'équipe du festival, Valérie Zoido, qui a préparé cette journée, son contenu, Laurence Lafito et puis tous les autres collaborateurs du festival. Merci, j'espère que vous allez passer une super journée. Voilà.
Merci Pascal pour cette introduction. Je m'associe bien évidemment à toi pour les remerciements à tous ceux qui sont là aujourd'hui et à tous ceux sans qui cette journée n'aurait pas pu s'organiser. Et puis merci pour ton festival Atmosphère. Si jamais l'un d'entre vous n'y est jamais allé, je veux vous voir là-bas au mois d'octobre. Indispensable. On partage, il y a plein de choses qui se créent et franchement c'est fantastique. Alors c'est vrai que vous pourriez vous demander pourquoi l'agence, l'ADEME, l'agence de la transition écologique, s'intéresse à tous ces sujets des nouveaux récits. J'y reviendrai tout à l'heure, donc il faut que je reste dans le cadre qui m'a été fixé pour ce moment présent. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est clair que la réponse aux enjeux majeurs que sont la lutte contre le changement climatique, la prise en compte de la finitude des ressources, ça nécessite forcément de réinventer un autre modèle. Ça nécessite de nous réinterroger à la fois sur nos modes de produire, nos modes de consommer, nos modes de travailler, nos modes de vivre ensemble. Et pour ça, il va falloir construire un nouveau récit. Et à ce titre-là, chacun d'entre nous, mais le monde de la culture également, et à ce titre, tout le travail que vous pouvez faire est absolument indispensable. Et nous avons souhaité nous associer au Festival Atmosphère et à Pascal, qui en est le fondateur, parce que pour nous, c'était un moment idéal pour pouvoir à la fois participer à inspirer et à former un certain nombre de scénaristes pour justement s'ouvrir à ces enjeux. Comment vous voulez parler d'un sujet si vous n'en connaissez pas les contours? Je sais que quand on est scénariste, on travaille beaucoup pour connaître ces sujets-là, mais je pense que aujourd'hui c'est un sujet nouveau et qu'on a besoin de mieux comprendre. C'est un sujet qui est complexe et qui est vaste. Et puis par ailleurs, on a besoin de créer des ponts entre nos différents univers, des univers plus techniques, des univers plus artistiques, mais aussi des univers liés à la prospective, à la fiction, au futur souhaitable. Et donc voilà la raison pour laquelle nous avons souhaité co-créer cette belle journée. J'espère que vous y prendrez beaucoup de plaisir et que ce sera l'occasion d'apprendre, mais aussi d'échanger. Voilà, je vous remercie. Valérie ? Bonjour Valérie. Bonjour Valérie Martin. Donc, tout le monde s'appelle Valérie ici. On fait plusieurs rôles. Vous allez voir, on est pluridisciplinaire. D'abord Valérie, merci beaucoup pour tout ce travail pour cette journée. Je sais que c'est un travail qui est lourd pour proposer une programmation de qualité. Et autant vous dire qu'il y a du lourd aujourd'hui. Et donc, surtout soyez attentifs. Alors Valérie, peut-être, j'aimerais t'interviewer sur un certain nombre de points qui me paraissent importants aujourd'hui. Et pour ouvrir cette journée, j'aimerais savoir comment tu définis cette notion de nouveau récit et quelles sont pour toi les fausses croyances éventuellement qui pourraient tourner autour de ces nouveaux récits. Alors déjà, c'est difficile de définir les nouveaux récits, puisque justement, c'est du work in progress en termes de futur souhaitable. On ne sait pas vraiment finalement de quoi le futur, déjà, sera fait, et deux, finalement, les nouveaux récits, dans le fond, c'est un peu un pléonasme. Dans la mesure où ce qui fait récit fait humanité. Enfin, le récit est constitutif de l'humanité, dans le fond. Faire récit, c'est faire société. Et en plus, pour moi, l'expression nouveau récit, dans le fond, me fait un peu penser à l'expression du développement durable, c'est-à-dire que c'est donc un peu un pléonasme comme le développement durable. Dans le fond, le développement durable, c'est tantôt un pléonasme, tantôt un oxymore. Par définition, le développement devrait être durable. Ou sinon, on pourrait considérer aussi que, quand il est vu par des capitalistes, ça pourrait être finalement mettre une rustine à un fonctionnement qui ne va pas bien. Et donc, pour moi, en fait, le nouveau récit reste à inventer.
En revanche, toute la question est-ce que les récits actuels reflètent les codes du monde actuel, les enjeux contemporains? Et c'est pas forcément le cas, et notamment en France. Pour moi, aujourd'hui, les récits que propose la télé ou le cinéma, dans le fond, sont quand même énormément empreints de Thanatos, donc de mort, de Phobos, qui est la peur, et beaucoup de dystopie. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à visualiser ce que pourrait être un futur souhaitable. Il n'y a pas d'ouverture du champ des possibles. Et en plus, il n'y a pas suffisamment de joie, de bien-être. Enfin, il n'y a pas une proposition d'un nouvel être au monde. Oui, c'est vrai que tu as rédigé pour l'ADEME un rapport, hein, peut-être que tu peux le montrer, qui s'intitule « Quel storytelling ?» face aux enjeux actuels. C'est un titre extrêmement compliqué qu'on a choisi de mettre. Quel storytelling des enjeux actuels dans l'industrie du cinéma et de la télévision. Et de la télévision. Et du coup, c'est vrai que ta remarque là, que tu viens de faire est particulièrement intéressante pour expliquer comment tu te positionnes par rapport aux récits de fiction, par rapport aussi aux séries télévisuelles, qu'elles passent sur des plateformes du type Netflix ou qu'elles soient issues du monde de la télé. Et je voulais savoir plus précisément, peut-être que tu peux encore creuser un petit peu, comment tu analyses ce qui se passe en ce moment par rapport à la compréhension des nouveaux récits. Est-ce que tu as l'impression que justement on a une évolution, il y a des choses qui sont en train de se passer du côté des scénaristes, du côté du monde du cinéma ou de la télévision par rapport à ces questionnements, ou au contraire, tu sens que ça ne bouge pas trop? Alors, oui, il y a une évolution, mais il y a encore beaucoup à faire. En fait, d'abord, je trouve que les Américains sont beaucoup plus audacieux que les Français. Dans le fond, il y a quand même des blockbusters aux États-Unis qui, pour moi, ont en tout cas éveillé les consciences. Oula, j'ai le rapport qui tombe, je ne sais pas si c'est de mauvais augure. C'est pas grave. Je vais poser là. Donc, les blockbusters aux États-Unis, pour moi, sont beaucoup plus audacieux que ne le sont les contenus français. Alors, peut-être parce qu'ils osent poser la question de la quête de sens, ou même des questions de métaphysique, comme c'est le cas, par exemple, du film Matrix. Qui d'ailleurs, on va beaucoup faire référence au film Matrix aujourd'hui, notamment parce qu'on va avoir donc une physicienne quantique qui va venir nous raconter ce qu'est la physique quantique, quel est notre rapport à la réalité, qui va nous interroger sur notre vision du monde. Voilà, des blockbusters comme Interstellar, comme Avatar, ce sont vraiment des contenus qui s'interroge sur la place de l'homme dans le cosmos, quelle est la place, quelle est la finalité de notre humanité. Alors qu'en France, j'ai plutôt l'impression qu'on est d'abord dans un contenu qui est quand même très cartésien, alors tantôt il y a les films d'auteurs qui sont plutôt élitistes, sinon il y a les contenus populaires qui, à mon sens, n'élèvent pas forcément les consciences. Après, en France, on est, et c'est ce qui est raconté dans le rapport, le lien qu'on a avec le nouveau récit est vraiment conditionné par des fausses croyances sur ce qu'est l'écologie, ce qu'est l'effondrement. On est beaucoup sur tantôt des contenus de fin du monde, dystopie, etc., tantôt sur un discours écologique qui est très caricaturé sur la contrainte, le il faut que, y a qu'à, etc. Et il n'y a absolument pas de contenu qui propose finalement une forme de modernité, de coolitude en fait. C'est pas cool en fait l'écologie en France. Alors je pense que c'est peut-être un peu les écolos et le discours écolo qui s'est un petit peu tiré une balle dans le pied. Mais même dans une série télé bien connue comme Plus belle la vie, qui essaye de rendre ces choses-là un peu cool, tu n'as pas l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de bouger en ce moment? Alors Plus belle la vie, c'est quand même un peu les seuls dans le marché, et dans le marché des contenus populaires, qui effectivement osent faire ce qu'on appelle du product placement.
C'est-à-dire que finalement le product placement, ça a été beaucoup fait donc par des marques très capitalistes dans les années 80, 90, 2000, le fameux Big Mac dans Pulp Fiction, où McDo fait son product placement. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que nous autres acteurs du changement puissions faire la même chose dans les contenus cinématographiques. Alors, cette culture du product placement, Plus belle la vie l'a fait, effectivement, en insufflant, et c'est là où on rentre progressivement sur qu'est-ce que sont les nouveaux récits, en insufflant d'une manière clandestine, en gros des éco-gestes, des codes du monde actuel, mais sans le dire. Et en fait, c'est exactement ça ce qui ressort de notre rapport, Valérie, c'est que l'idée, c'est de se dire, on va arrêter de faire ce qu'on fait déjà en France depuis quelques années, c'est on va dire des documentaires qui sont supposés parler d'écologie et qui font l'écologie une fin en soi, pour en fait que l'écologie soit infusée dans les discours. Si je me permets de critiquer puisque je l'ai fait aussi, c'est-à-dire les documentaires d'impact ou le journalisme de solution, c'était bien un temps pour éveiller les consciences. Le problème, c'est que ça n'a parlé qu'à des convaincus, en fait. Alors que l'idée, c'est vraiment qu'on parle à l'ensemble de la population et qu'on leur raconte des histoires. En fait, ce qu'on veut faire, c'est du cinéma. On ne veut pas forcément faire de la propagande, en fait. On veut juste raconter des histoires. Donc, comment on joint l'utile à l'agréable? Comment on continue, finalement, à provoquer des émotions, qui est quand même le cœur de notre métier, pour justement mettre en mouvement, puisque ce qui m'émeut, me meut, quoi. C'est un peu l'objectif. Le problème avec le documentaire d'impact ou le journalisme de solution, c'est que ça fait peur, ça emmerde tout le monde, parce qu'en fait, c'est pas fun, ça raconte des mauvaises nouvelles. Et voilà, et je suis la première à avoir, il y a 5 ans, pour la COP21, fait une série de documentaires qui s'appelle Objectif 2050. C'était bien pour l'époque, mais c'est un contenu super ringard, en fait. Parce que finalement, il n'y a pas de storytelling, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'obstacle. Et donc, ça ne parle qu'à des convaincus, quoi. Mais du coup... quels seraient les conseils que tu pourrais donner pour concurrencer les blockbusters traditionnels? Parce que tu as parlé d'Avatar. Alors je note que pour une fois, tu n'as pas parlé du film d'animation Nausicaa, ce qui est quand même dommage, parce que je trouve que là-dessus, tu as plein de choses à dire. Tu as parlé de Matrix, bien évidemment. Tu n'as pas parlé non plus de Star Wars, que tu apprécies particulièrement. Mais du coup, par rapport à tous les gros blockbusters tradis, on fait comment en termes d'audience et d'impact pour aller interroger un public, parce qu'aujourd'hui, on est quand même à l'heure de la massification, de la mobilisation citoyenne et au-delà de la mobilisation de la société. Et donc, il faut dépasser les seuls écolos bobos convaincus qui vont aller voir des productions qui leur parlent parce qu'elles leur touchent, parce qu'ils considèrent que c'est vraiment ce qui va advenir. Donc, du coup, tu donnerais quoi comme conseil pour pouvoir concurrencer en termes d'impact et en termes d'audience tous ces grands blockbusters qui ne parlent pas du tout de nos sujets et qui ont comme sujet principal, en général, des tueries de masse et autres bagarres bien chorégraphiées, certes, mais qui ne nous permettent pas nécessairement d'avancer. Alors, des conseils, je ne sais pas si, ça peut paraître un peu présomptueux ou prétentieux de donner des conseils, parce que j'ai envie de dire... En fait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais en revanche, je peux partager des réflexions. Et déjà, une des réflexions qui ressort de notre rapport, et d'ailleurs, je n'avais pas répondu à ta première question, qui était les fausses croyances. Excuse-moi Valérie, je suis complètement indisciplinée. Et en fait, ce qui ressort en fait, de vos difficultés en tant que scénariste, c'est que quand bien même vous avez l'élan de proposer des contenus qui élèvent les consciences, en face, vous avez des producteurs ou des distributeurs qui ne reçoivent pas vos propositions, qui sont frileux, qui, en fait, dans le fond, vous tirent un peu vers le bas, quoi. Parce qu'il y a la fameuse dictature d'audimat, il y a le fameux « ça n'intéressera jamais personne », etc. Alors que vous avez vraiment cet élan-là de faire de la prospective, de vous reconnecter vraiment à des contenus qui parlent du vivant, qui sont disruptifs, en fait. Donc déjà, le premier conseil,
c'est déjà l'empathie. C'est pas un conseil, mais je veux dire, en fait, de faire corps, et puis peut-être de vous rassembler, de vous dire déjà que vous êtes légion, et que vous n'êtes pas seul, et que en même temps, pour moi, l'important, c'est qu'on crée de l'intelligence collective, et c'est vraiment ça l'intérêt aussi de cette journée, c'est de se dire, ok, on vous rassemble. On va faire venir sur scène ce soir des personnes, justement, ces fameuses personnes-là, avec qui l'idée, c'est vraiment qu'on dialogue et qu'on se dise, bah tiens, est-ce qu'on pourrait créer des accords féconds et qu'on se parle, en fait, de l'état des lieux, entre guillemets, de ce marché. Donc ça, c'était pour les fausses croyances et vraiment la question difficile de ce challenge-là. Mais après, c'était... comment tu concurrences les... Ah oui, comment on concurrence les blockbusters? Alors, il y a aussi un autre point qui est important aujourd'hui dans cette journée. C'était, en fait, de vous redonner votre juste place. C'est-à-dire que pour moi, les scénaristes, vous avez une vraie puissance, en fait, qui est d'ailleurs un peu trop... qui n'est pas assez reconnue, je trouve, en France. Et ça, c'est ce que me disait aussi la personne qui dirigeait la Guilde des scénaristes l'année dernière. Alors, c'est un peu dû à la nouvelle vague. Finalement, les scénaristes français ont perdu un peu leur statut en France, contrairement aux États-Unis, à partir de la nouvelle vague. Alors qu'en fait, c'est vous qui avez le pouvoir, la puissance de proposer un autre rapport au réel et finalement, grâce à vos récits, de forger une nouvelle réalité et d'ouvrir un champ des possibles. Et donc l'idée pour moi, c'est vraiment de vous redonner, de vous reconnaître, quoi, mais aussi de vous interroger sur vous-même, en fait, de vous dire, mais qui tient le stylo quand je raconte une histoire ou quand je l'engendre. Et du coup... on va avoir l'intervention aujourd'hui de Pascale de Gaël-Attis, qui est une femme absolument extraordinaire, qui va vraiment nous interroger sur la possibilité de choisir sa vie, de se réempuissanter à travers son libre arbitre, à travers la connexion vraiment à soi. Donc on va faire un peu une mise en abîme entre les récits de soi et les récits collectifs. Et Elie Abessera, qui donc aussi est un professeur de scénariste, et qu'on a dans le rapport, invite vraiment les scénaristes à se faire confiance, à se connecter à leur intériorité, à vraiment, en fait, ne pas répondre à ce qu'on attend d'eux, mais vraiment à oser se dire, mais moi, je vais vraiment être moi-même et je vais vraiment me connecter à qui je suis quand j'écris et quand je propose. Et sinon, les autres conseils... j'ai envie de dire, c'est vraiment de sortir du Thanatos, parce que ce que je trouve de dingue, c'est que les scénaristes, quand on leur propose des formations, ils sont formés ou par des gens de l'armée ou par des gens de la police. Et en fait, ils ne sont pas formés par des personnes qui sont spécialistes de la paix ou de l'amour. Et tout ça, ça engendre nos récits collectifs, quoi. Et du coup... moi, j'ai quand même l'impression à travers l'écriture, qu'on est amené quand même à faire un peu de la résistance, quoi. Et donc voilà, et finalement, peut-être à décomplexer le thème du vivant, de l'amour, de la spiritualité laïque. Alors, je tiens à préciser qu'on va beaucoup parler de spiritualité aujourd'hui, mais c'est évidemment laïque, hein. Il n'y a pas de prosélytisme ou quoi que ce soit, mais se décomplexer en France sur cette question-là. Il y a du bruit. Pascal signalait, il y a un petit peu de bruit. Vraiment, pour moi, les blockbusters aux États-Unis, encore une fois, et effectivement, j'avais pas cité Star Wars et j'ai pas cité Nausicaa, qui aussi est un film d'animation qui est ultra spirituel et qui pose la question aussi du féminin, puisque Nausicaa est un personnage féminin. Donc la question du féminin et du vivant au cœur des préoccupations de la quête de sens et quelle est la place de l'homme dans le cosmos. Et donc c'est vraiment le fil conducteur de notre journée aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de réinsuffler dans les récits la question en fait de la pensée complexe. Parce qu'en fait, pour empuissanter le téléspectateur, il faut le familiariser à la pensée complexe. Et l'idée, en fait, c'est de faire du citoyen un peu un expert de ces questions à travers les récits. C'est-à-dire que comment on lui invite à reprendre son destin en main à travers,
une pédagogie clandestine, en fait. Et on est tellement dans une période de crise simultanée, on est dans une période qui est tellement complexe qu'on n'a pas d'autre choix que d'empuissanter le citoyen pour lui permettre de comprendre les enjeux de la société contemporaine, puisque donc il y a évidemment les multicrises. C'est extrêmement compliqué à comprendre. Enfin, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans une crise de ressources vitales, effondrement, sixième extinction de masse, crise de la biodiversité, évidemment crise économique, sanitaire, appauvrissement des sols, perte de la fertilité, enfin bref, peut-être crise financière, enfin les crises sont multiples, et pour qu'on puisse dessiner les contours du monde de demain, il faut comprendre la société qu'on est en train de quitter, quoi. Et donc pour ça, on quitte un système linéaire pour arriver vers un système circulaire, voire en spirale. Et tout ça, ça demande de la compréhension, et donc pour empuissanter le citoyen, encore faut-il lui donner les outils pour qu'il comprenne. Écoute Valérie, je te remercie beaucoup. J'espère que vous voyez tout ce que dans ces conseils, dans ces propos, en tout cas, tout le pouvoir qui est entre vos mains. Est-ce que tu veux dire un dernier point, une idée importante que tu voulais ajouter sur cette question des nouveaux récits qui te paraîtrait important pour ouvrir notre journée? De toute façon, on va avoir une journée pour explorer la question. Et en fait, pour moi, le nouveau récit, c'est avant tout de proposer une expérience. C'est-à-dire que ce qui est une expérience qui va plutôt d'être de descendre du mental vers le cœur, en fait. Et pour moi, un nouveau récit, ça serait de pouvoir proposer une expérience de reconnexion au vivant en soi et à l'extérieur de soi. C'est-à-dire vraiment de proposer des contenus qui remettent le vivant et l'humain au cœur des préoccupations, mais encore une fois, sans que ça soit dit ni formulé, sans que ça soit un objectif en soi. Donc en fait, si vous pouvez, vous déjà, c'est déjà le cas chez certains, puisqu'il y a Bernard Skira qui fait du biomimétisme, donc qui est vraiment au cœur du vivant. Mais si déjà vous pouvez comprendre et épouser les codes du vivant et les rayonner, donc du vivant, quand je dis le vivant, donc c'est évidemment tout ce qui est symbiotique, tout ce qui est la nature, mais aussi comment vous, en tant qu'être humain, vous fonctionnez. Si vous pouvez le rayonner dans vos récits, pour moi, c'est déjà gagné, en fait. Et si vous pouvez offrir cette expérience-là aux téléspectateurs pour qu'ils puissent se mettre en mouvement, c'est déjà, je trouve, un énorme pas de fait. D'où, effectivement... Ah, il y a déjà une question ? Ah, ok, d'accord. Du coup, oui, déjà, donc, comment dire, c'est vraiment l'objectif de la journée. Toutes les interventions de la journée vont tourner autour de cette question de la compréhension du vivant et de l'humain, et quelle est notre place en tant qu'être humain dans le cosmos. Merci. Voilà. Alors, jeune homme, venez jusqu'à moi. Il paraît que oui. Est-ce que sensibiliser les jeunes, c'est pas un autre moyen d'arriver à nos fins? Complètement. Alors, l'idée, c'est d'être inclusif, puisque finalement, l'objectif, c'est de faire société et de redonner la confiance à toute une population. Et donc, évidemment, les jeunes, les seniors,
les quadras. En fait, l'idée, c'est de redessiner ensemble un vivre ensemble. Alors évidemment, les jeunes, forcément, ce sont les générations futures, et puis c'est surtout eux qui vont faire face, parce que là, on a commencé en 2020 ce qu'on appelle l'année de la bascule, qui va durer 10 ans. Donc là, les 10 années qu'on va vivre sont décisives si on a envie de s'en sortir. Et donc forcément, les générations futures et les enfants sont ceux qui vont devoir vraiment affronter d'énormes challenges. Et c'est déjà le cas, en fait. Les nouveaux récits sont énormément dans les films d'animation. Enfin, je pense notamment aux films de Pixar, Soul, qui est hallucinant comme nouveau récit. Enfin, ça pose la question de l'âme, de l'incarnation. Enfin, c'est révolutionnaire. D'ailleurs, il y a il y a même un peu de physique quantique. J'ai été très étonnée de voir Soul. J'ai été très étonnée de voir Vice Versa, du même réalisateur, où ça pose la question des émotions, de l'intériorité. Mais même l'autre film là qui parle de la mort, qui fait référence au Mexique. Coco, voilà, super, merci. Mais même La Reine des Neiges, le dernier, c'est incroyable. C'est une femme, pour une fois, elle n'est pas sauvée par un homme, elle n'a pas besoin d'un homme pour s'en sortir. Et elle est chamane, elle est connectée aux éléments, et elle est vraiment, c'est une femme puissante. Donc on est même en train de changer la figure du personnage féminin dans les récits. Et sans pour autant avoir un discours féministe, mais malgré tout, et on en parlera avec Florence Quentin, ce qui est inhérent au changement sociétal, c'est de replacer le féminin aussi au cœur des préoccupations, parce que le féminin, c'est ce qui protège l'énergie du féminin, pas la femme. C'est ce qui protège la vie. Et donc l'idée, c'est de sortir d'une société patriarcale d'extraction des ressources pour remettre le féminin au cœur des préoccupations. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans les nouveaux films d'animation. Mais exactement, c'est pour ça que je venais à poser cette question. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Mulan, mais ça pose exactement ce genre de questions. Et je pense qu'en passant par l'animation, ça nous touche d'autant plus, puisqu'on n'a plus l'habitude de voir ce genre d'animation. Et avec Soul et Mulan, Coco, c'est révolutionner un peu... ce monde et ces reportages redondants, comme vous le disiez si bien, c'est peut-être apporter une nouvelle ouverture en fait au nouveau récit. Tout à fait. Alors c'est ce qu'on va explorer toute la journée. Alors du coup, est-ce qu'il y a une autre question ? Il y a une autre question ? Non ? Très bien, très bien. De toute façon, alors merci, et moi, j'adore cette spontanéité, justement, c'est du vivant, donc merci pour ces questions, et de toute façon, voilà, je tiens à vous rassurer qu'on va vraiment travailler là-dessus toute la journée, donc on pourra continuer à échanger, mais avant, du coup, maintenant, on va échanger les rôles. C'est l'arroseur arrosé, c'est moi maintenant qui vais poser des questions à Valérie. Ouais, je suis méchante. Et non, parce que déjà, je voulais vraiment remercier Valérie Martin du fond du cœur, parce que Valérie, en fait, a dédié sa vie à cette mobilisation citoyenne, on peut le dire. Je ne vais pas dire combien d'années, parce que tu vas m'engueuler. Il y a prescription. Il y a prescription, mais vraiment, dans notre écosystème du changement, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans Valérie Martin ? Et surtout, tu travailles dans une institution qui n'est pas toujours connue du grand public, et pourtant qui est une institution clé, qui est l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Et j'aimerais quand même un petit peu que tu nous parles de qu'est-ce que fait cette ADEME, comment elle a évolué, et puis surtout, c'est son anniversaire bientôt. Donc, en quelques mots, prends ton temps, mais c'est quoi l'ADEME, en fait ? L'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique aujourd'hui. En fait, elle est née en 1992, elle aura donc 30 ans l'année prochaine, et elle est issue de la fusion de 3 agences: l'Agence nationale de la réduction et d'élimination des déchets, l'Agence française de la maîtrise de l'énergie et l'Agence de la qualité de l'air. Ça vous donne un petit peu les thèmes qui sont nos thèmes de prédilection, ou en tout cas qui l'étaient à l'époque. On est un opérateur de l'État, un établissement public à caractère industriel et commercial. Il est sous la double tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à ce jour.
Et c'est une agence qui a un champ d'intervention extrêmement large. Transition énergétique, transition plus solidaire, transition alimentaire, transition écologique, transition numérique. Bref, un énorme programme au menu. Et dans le cadre des réflexions, de nos évolutions, parce qu'on est une agence qui est en évolution presque perpétuelle, il y a à peu près 2 ans, notre président, qui s'appelle Arnaud Leroy, il a dit, bon là quand même, il va falloir qu'on passe de notre nom officiel, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, c'est ce que veut dire l'acronyme, ou c'est ce que voulait dire l'acronyme ADEME, à un nom qui symbolise davantage l'urgence, à agir, et qui symbolise également le fait que voilà, il y avait la question des transitions qui était à prendre en compte, la question de la pluridisciplinaire quelque part qui était à prendre en compte, et du coup en juin 2020 on est devenu l'agence de la transition écologique. On est une agence d'experts, c'est là aussi ce qui fait notre particularité. Une agence présente sur tout le territoire, puisqu'on a à la fois des sièges sociaux, Paris-Angers et près de Nice, mais aussi des directions régionales qui sont présentes sur le territoire métropolitain et ultramarin. Donc, on est à la fois en synergie avec des experts extrêmement techniques, pointus et autres, avec, justement, on a une connexion au terrain, et je pense que c'est cette synergie qui fait que nous sommes un modèle un peu unique, même en Europe, où, on travaille régulièrement avec nos agences sœurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait au quotidien ? On est là aujourd'hui parmi vous, certes, mais on fournit des informations, des outils, des guides pratiques, des études, on va y revenir, à la fois aux citoyens, aux entreprises, aux collectivités et à l'État, de façon à pouvoir soit l'éclairer, soit l'accompagner dans son passage à l'action. On met en place beaucoup de partenariats. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que vous mettez en place des partenariats, etc. Parce que seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Et surtout, je pense que quand on parle transformation, quand on parle transition, on a besoin aussi de se dire déjà de sortir d'une posture de sachant. À l'ADEME, comme on est une agence d'experts, forcément, le problème numéro 1 de l'expert, c'est qu'il a souvent raison, d'accord ? Et que avec cette ouverture nouvelle, cette transformation pour aller vers la transition, il a fallu qu'on quitte un peu cette posture de sachant omniscient pour aller vers un sachant qui est capable de reconnaître qu'il sait des choses, ça c'est indéniable, mais aussi qu'il y a des choses qu'il ne sait pas et que ce n'est pas grave. Et ça a été une première transformation que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Et puis, par ailleurs, on a essayé de se dire, quand on a changé de nom, qu'il fallait qu'on soit dans une posture davantage d'écoute de l'autre. On a tous à apprendre les uns des autres. Et donc, on ne peut pas travailler seul, parce qu'il y a des partenaires, des rencontres, des personnes avec qui on va être en lien, qui vont nous apprendre des choses ou qui vont nous permettre de faire le pas de côté nécessaire. J'étais ce week-end... Alors, c'était au Croisic pour quelques heures, et il y a une statue, à moins que c'était à Nantes, mais bon, toutes mes excuses pour ma géographie mal connue, où on voit justement une statue qui s'appelle le pas de côté. Donc, on a un monsieur, costume, cravate, et donc forcément, il a son pied comme ça, et puis il a le reste qui est dans le vide. Et j'ai trouvé ça extrêmement fort, surtout à quelques jours de notre rencontre, parce qu'il faut qu'on soit capable de faire le pas de côté pour pouvoir inventer le monde de demain. En tout cas, participer à sa création, parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop présomptueux non plus. Et donc, pour nous, comme il y a urgence à agir, et tu l'as rappelé, il y a tout un ensemble de crises, l'un de nos rôles, ça va être d'accompagner le changement de narration. Le changement de narration du monde de demain, et de déconstruire ou de participer à la déconstruction du méta-récit dominant, qui est celui de la consommation, c'est le bonheur. Donc, un récit qui permette de remettre la sobriété. Je ne parle pas de tout l'alcool que vous avez ingéré hier soir, bien évidemment, mais en tout cas qui permette de remettre la sobriété au cœur de nos vies. Quand je dis la sobriété, ça signifie non pas vivre au fond d'une grotte vêtue de peau de bête, ça signifie se réinterroger sur ses besoins. Ça signifie se dire, en ai-je vraiment besoin ?
Et ça, c'est pas des questions qu'on est nécessairement habitué à se poser. Donc, et pour participer à ça, notre président a dit, et il a eu la gentillesse de me confier un travail qui était justement de construire et de co-construire la stratégie grand public. Et justement, dans cette posture d'écoute, d'audace, et de travailler ensemble avec des partenaires. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant parce que c'est vrai qu'entre prise de conscience et passage à l'action, il y a un grand fossé qu'il n'est pas si simple de faire passer, enfin, vous voyez, de faire franchir. Aujourd'hui, autour de la table, pardonnez-moi, c'est l'habitude, nous tous ici, on a conscience des enjeux auxquels nous devons faire face. En tout cas, un certain nombre des enjeux auxquels nous devons faire face. Pour autant, dans nos vies quotidiennes, et je vous mets tout de suite à l'aise, c'est idem pour moi, c'est pas toujours facile de passer à l'action. Parce qu'il y a le poids des habitudes, parce qu'il y a le poids de l'histoire, il y a le poids de ces 40 ans de société de consommation qui nous a quand même un petit peu formaté, hein, même beaucoup. Et on le ressent dans les films, mais même dans les documentaires, dans notre vie quotidienne, dans les publicités, bref, dans toutes les œuvres culturelles aussi qu'on nous propose, il y a cette influence de la société de consommation. Et donc pour nous, pour justement réfléchir à cette nouvelle manière de produire, de consommer, de travailler, de vivre ensemble, il faut qu'on déconstruise le récit et il faut qu'on arrive à co-créer ensemble un récit qui soit aussi puissant que celui qui est le nôtre à l'heure actuelle. Je ne m'engagerai pas sur des questions de effondrement ou autre, etc. C'est vrai que ce n'est pas notre leitmotiv. Et pour autant, on parle de sobriété. Donc je pense qu'il y a une voie qui est à construire, qui est à co-créer ensemble pour renverser cet imaginaire actuel. Et je pense qu'en ça, c'est ça notre mission à l'ADEME. Et ça peut paraître présomptueux comme ça, mais c'est une belle mission. Et tous ceux qui sont engagés au sein de l'ADEME, ce sont des femmes et des hommes qui sont profondément convaincus qu'ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice. On ne sauvera pas le monde tout seul, mais en tout état de cause, on contribuera à faire en sorte d'éveiller les consciences, d'accompagner concrètement pour trouver des solutions, parce qu'il y avait un petit point sur lequel on n'est pas tout à fait en phase avec Valérie, c'est que c'est vrai que je pense qu'il faut quand même beaucoup montrer comment on passe à l'action. Et à ce titre-là, c'est vrai qu'il ne faut pas simplement rester au niveau de la théorie. Il faut qu'on passe aussi dans l'explicitation de comment on fait. Non, mais les solutions, alors peut-être que je me suis mal fait comprendre tout à l'heure, l'idée c'est de les rayonner et pas de les imposer. C'est-à-dire ne pas être culpabilisant, en tout cas quand on parle de solutions. Donc c'est plutôt ça, c'est-à-dire la preuve par l'exemple, mais sans le prosélytisme. Mais là-dessus, on est quand même pour le coup d'accord sur cette histoire d'effondrement. Parce que dans le fond, je pense que ce qu'on partage, c'est que nos idées créent la réalité. Et donc, on préfère, nous, plutôt, finalement, regarder un futur possible qui soit positif, plutôt que d'engendrer un effondrement à force d'en parler, quoi. Tout à fait. Là-dessus, on est vraiment d'accord. Donc, on ne veut pas nourrir la bête. Et là-dessus, vous faites des rapports. En fait, vous êtes une vraie bibliothèque de ressources. Moi-même, qui ai fait un rapport, en fait, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'abondance à l'ADEME. Et du coup, je vous invite quand même à vous y intéresser parce que c'est vraiment de la prospective pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment avoir des outils à votre disposition pour pouvoir, d'une manière ultra interdisciplinaire, avoir des billes. C'est vraiment de la recherche, c'est de la R&D, en fait, sur des sujets aussi divers et variés que des études sur les seniors. Tu m'as appris ce terme l'autre jour. Je vais te raconter un petit peu. Ouais. D'abord, quand vous voulez chercher une étude de l'ADEME, vous allez sur la librairie. D'accord ? Ça s'appelle la librairie de l'ADEME. Tapez ça dans votre moteur de recherche favori et vous verrez, vous allez tomber sur des véritables pépites. Alors, il y a des pépites qu'on met en ligne, il y a des pépites qu'on ne met pas en ligne, bien évidemment.
Premier point, peut-être, une première étude peut-être qui peut vous intéresser, qui peut vous amuser, mais qu'on ne va pas mettre à disposition, mais je vous la raconte quand même. On a fait faire une étude sur la sémantique. Pourquoi ? Parce que pour faire passer à l'action, autant faut-il comprendre, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, le pouvoir des mots, etc. Ouais, mais dans la sémantique, forcément, il y a tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire. Déjà, je vois certains qui se disent « Ouh, aïe, aïe, qu'est-ce qu'elle va nous raconter ?» Vous n'avez pas complètement tort. Et on est allé interroger, dans le cadre de Focus Group, des gens autour du vocabulaire lié à l'économie circulaire. Alors, parce que c'est vrai que si on veut déconstruire tout ce qui est lié à la surconsommation, il faut forcément proposer un autre modèle, et pour ça, il faut que ça soit compris. Voilà, et comme je vois Valérie, et je vois qu'on me fait des signes, et là-dessus, c'était assez intéressant, parce qu'il y a des mots qui sont compris, prospective, mode de vie, etc. Mais il y en a un, par contre, qui n'est absolument pas compris, c'est économie de la fonctionnalité. Petit sondage, quelqu'un connaît économie de la fonctionnalité ? Voilà, 100%. C'est ça. Si, merci. Et ben c'est à peu près la tête que tout le monde a fait quand j'étais derrière la glace Santin pour assister au Focus Group et qu'au bout de 3 heures de réunion, on leur a prononcé le mot d'économie de la fonctionnalité. Ben, l'économie de la fonctionnalité, c'est une alternative, en fin de compte, aux formes d'économie habituelles, ou plutôt que de vous vendre un produit, on va vous vendre l'usage, le service qui est derrière. Et donc, un des exemples qui a été mis en place, par exemple, c'est dans le cadre du groupe ERAM, Bocage. Donc, je parle à toutes les personnes qui adorent les chaussures en particulier et qui en faisaient une consommation complètement fantastique. Mais il a mis en place un service de location de chaussures. Et une fois que vous avez loué vos chaussures, vous les rapportez, on les remet en état, on les nettoie et on va les remettre dans le circuit. C'est un mouvement intéressant, surtout qu'un groupe comme ERAM puisse s'y intéresser. Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, on sait très bien que l'économie de la fonctionnalité, le principe est génial, l'idée sous-jacente est fantastique, simplement il va falloir changer de terme si on veut que ça passe dans le vocabulaire courant. Une autre étude que je vous invite à aller regarder, parce que là je vais faire le mode voilà, c'est une étude sur les moments de rupture. Alors, non, ce ne sont pas nécessairement uniquement dans le cadre des ruptures amoureuses, ce sont les ruptures biographiques, c'est-à-dire les moments clés qui vont faire que vous avez potentiellement, à ce moment-là, la possibilité de changer et d'engager des changements qui sont pérennes dans vos pratiques. On a confié ça au CREDOC et c'est extrêmement intéressant puisque dans les entretiens que nous avons faits à la fois avec des professionnels mais aussi avec les ménages, on s'est aperçu qu'il y avait 4 types de comportements qui pouvaient être générés. Alors des ruptures choisies qui sont en général anticipées et qui peuvent nous inviter à des changements de pratiques pérennes. Alors on va faire par exemple l'arrivée d'un enfant. Alors ça, l'arrivée d'un enfant, c'est fantastique, tout ce que cela peut entraîner. L'émancipation du foyer parental et le déménagement, qui est aussi un moment important, et la retraite. Et je trouve que ça, déjà, ça donne déjà l'idée que si on s'appuie sur ce type de rupture biographique, en apportant au bon moment des informations, alors on va pouvoir générer chez les gens une envie de changer ses pratiques. Voilà, ça c'est le teasing de cette étude-là. Un autre travail très intéressant qui peut vous intéresser, c'est une étude sur le monde d'après. On a fait une étude qui, pendant une petite année, en 2020, où on a analysé plus de 1000 articles qui étaient diffusés dans des journaux. Ils sont les liens sont en open source, en open data. L'idée, c'était de regarder comment cette question du monde d'après avait évolué tout au long de l'année 2020. On voit un engouement fantastique, intellectuel, scientifique et autres, qui va monter tout au long du premier confinement. Vous remarquez qu'on ne donne plus de date. Et puis, qui ensuite, à partir de l'été 2020, va être remplacé par la relance économique. Et c'est extrêmement intéressant parce que vous pouvez vous dire, alors ça a complètement disparu, cette question-là du monde d'après. Eh bien non, il semblerait que, quelque part, c'est commencé à infiltrer, alors c'est parfois un peu compliqué de le voir, des pratiques, des changements de façon de produire ou de consommer. Alors, j'aurais eu encore plein de questions à te poser, mais donc notre temps est terminé, malheureusement. Mais vraiment, je vous invite à aller voir cette fameuse librairie de l'ADEME, qui vraiment est une bibliothèque de ressources vraiment incroyable. Et si ça vous intéresse, on pourra vous donner les liens
vers les études dont je viens de parler. Et je vous invite aussi, dès novembre, à vous connecter sur nos scénarios 2050 qui vont sortir et qui traceront, qui sont 4 scénarios extrêmement variés, différents, qui vont de la sobriété ou aux toutes technologies pour voir comment on peut atteindre la neutralité à l'horizon 2050. Donc rendez-vous en novembre. Merci Valérie. C'est moi, merci. Beaucoup. Alors, enfin, toutes les histoires fonctionnent sur le méfait des choses, y compris l'Odyssée et l'Iliade, pas l'Iliade en particulier. Donc, si vous voulez, les nouveaux récits, je ne vois pas comment ils pourraient s'inscrire contre ça. Contre les méfaits des choses ? Non. Les récits vont toujours explorer le méfait. Les méfaits, depuis toujours, les récits racontent ça. Si vous racontez une anecdote à un ami, si vous dites « Tiens, aujourd'hui, je me suis levé, j'ai pris mon café et j'ai été à la réunion de l'ADEME », ça n'a aucun intérêt. On va raconter les mésaventures. D'accord ? Et je ne vois pas comment les nouveaux récits pourraient nous raconter des histoires heureuses entre gens heureux. Ouais, l'amour heureux n'a pas d'histoire. C'est exactement la question qu'on va se poser aujourd'hui. Plus belle la vie. Comment ? Pardon, La vie est belle de Capra, c'est une histoire très belle, très morale, mais ce pauvre James Stewart a plein de problèmes pendant toute sa vie, aussi magnifique soit-il comme âme. Alors, c'est une vraie question et c'est ce qui est beaucoup ressorti dans le rapport. Et on va aussi aborder cette question avec la dernière table ronde de la journée, notamment le directeur de création du CNC et des producteurs. Mais moi, juste pour vous répondre, avant qu'on invite quand même Florence sur scène, là, c'est l'anniversaire du film Amélie Poulain. Et Amélie Poulain est complètement le contre-exemple. D'ailleurs, c'est pour cette raison, il n'y a pas de méfait en fait. Amélie Poulain, c'est vraiment que de la bienveillance, du kilomètre zéro. On est vraiment dans une petite vie locale et d'une fille qui se demande comment elle peut améliorer la vie des autres en fait. Et c'est ça l'histoire, avec des petits détails du quotidien. On est vraiment dans la sobriété heureuse en fait. C'est vraiment un nouveau récit, Amélie Poulain. À l'époque, quand les scénaristes et les réals sont allés vendre cette histoire, tout le monde leur a dit mais ça ne marchera jamais, il n'y a pas les codes du storytelling dans ce scénario, c'est pas une histoire qui est racontée avec les étapes, bref. Et pourtant ça a fait 8 millions d'entrées. Et ça a engendré de nouveaux codes, de nouvelles cultures autour, pour moi, de la bienveillance en fait. Ça a décomplexé la bienveillance et ça a décomplexé pour moi un certain rapport au monde avec de la simplicité. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Juste, non, mais je comprends. Mais le talent de Genet et le charme, le talent de Genet visuel, il fait un peu quelque chose. D'accord ? Comment le talent de Genet ? Le talent visuel de Jean-Pierre Genet, il fait quelque chose au film. Ouais, alors je suis pas perturbée parce que ça n'est pas que les bons sentiments. Tout à fait. C'est de l'esthétisme.